Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous, en apparence plus calme, plus posé, mais tout aussi fascinant que Odilon Redon. Nous allons parler d'un homme qui a eu le privilège extraordinaire d'être l'ami, le témoin et le portraitiste de presque tous les grands créateurs de la seconde moitié du XIXe siècle. Manet, Monet, Renoir, Zola, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, etc. Un homme qui a, en quelques tableaux collectifs, a photographié, au sens le plus noble du terme, une époque entière et ses révolutions artistiques. Cet homme, c'est Henri Fantin-Latour. Peintre, lithographe, aquafortiste, maître des bouquets de fleurs et des portraits de groupe, amoureux de musique, discret et méthodique, il est l'une des figures les plus attachantes et les moins connues du grand public de ce siècle fertile. Installez-vous, cette histoire sent la térébenthine, les roses fraîches et le son lointain d'un orchestre wagnérien. Ignace Henri Jean Théodore Fantin-Latour, né le 14 janvier 1836 à Grenoble, dans une famille cultivée et aisée. Son père, Théodore Fantin-Latour, est lui-même peintre et portraitiste, ayant acquis une certaine réputation locale. Du côté paternel, la famille est d'origine italienne, des marchands de soie établis de longue date dans la région. Sa mère, Marie-Odile, est française. Les deux parents sont des amateurs d'art et encouragent leurs enfants à développer leur disposition créatrice dès le plus jeune âge. Henri a deux sœurs, Marie-Thérèse et Jeanne, qui manifestent elle aussi un vif intérêt pour la peinture. Mais le destin frappe tôt. Jeanne meurt à 19 ans, des suites d'une maladie. Cette disparition précoce marquera profondément Henri. On retrouvera d'ailleurs les visages de ses sœurs dans nombreux de ses premières toiles. Ces tableaux intimes et graves, un peu nordiques d'atmosphère, où des femmes lisent, rêvent, ou posent simplement dans la lumière d'un intérieur bourgeois. En 1841, alors qu'Henri n'a que 5 ans, la famille quitte Grenoble et s'installe à Paris. C'est dans cette ville que tout se jouera. Son père lui apprend à dessiner dès l'âge de 10 ans, en lui faisant copier des lithographies des grands maîtres dans son propre atelier. Ce geste fondateur, copier pour comprendre, deviendra une pratique centrale dans la formation du jeune Henri et ne l'abandonnera jamais vraiment. En 1851, à 15 ans, Henri Fantin-Latour entre dans l'atelier d'Horace Lecoq de Bois-Baudran, un pédagogue atypique et novateur qui enseigne la peinture et le dessin de mémoire, une méthode radicalement différente de l'académisme classique. Lecoq croit que l'artiste doit intérioriser ce qu'il voit avant de le transcrire, que la mémoire visuelle est la clé de l'expression artistique. Pour le jeune Fantin-Latour, cet enseignement laisse une liberté de développement personnel qu'il n'aurait pas trouvée dans les ateliers plus orthodoxes. En 1854, il entre à l'école des Beaux-Arts, où il côtoie des condisciples qui deviendront célèbres: Edgar Degas, Alphonse Legros, Jean-Charles Cazin. Ces amitiés de jeunesse forgent un réseau artistique qui traversera toute sa vie. Mais l'espace qui l'influence peut-être le plus profondément n'est ni l'atelier, ni l'école, c'est le Louvre. Fantin-Latour y passe des heures, des jours, des années entières à copier les maîtres. Il s'agenouille devant Titien, Véronèse, Van Dyck, Watteau. Il transcrit avec une patience de bénédictin les harmonies sombres des Flamands, la lumière rasante des intérieurs hollandais, la grâce fluide des Vénitiens. C'est au Louvre qu'il se construit vraiment, et c'est là aussi, nous le verrons, qu'il rencontrera les deux personnes les plus importantes de sa vie. En 1861, il fréquente brièvement l'atelier de Gustave Courbet, rue Notre-Dame-des-Champs. L'expérience est courte mais importante. Courbet, maître du réalisme, lui confirme que la peinture doit être ancrée dans l'observation directe et honnête du monde. Voici une première anecdote révélatrice du caractère de Fantin-Latour.
Son premier envoi au Salon de Paris en 1859 est rejeté par le jury. La toile soumise est un autoportrait austère, personnel, sans concession au goût académique. Plutôt que de se décourager ou d'adapter son style pour séduire les jurés, Fantin-Latour persiste dans sa voie. 2 ans plus tard, en 1861, il est finalement accepté, puis après un nouvel échec en 1863, il participe au Salon des Refusés, cette exposition alternative où expose aussi Manet, Pissarro. Parmi les refusés, Fantin-Latour est en bonne compagnie, et il le sait. En 1857, Fantin-Latour fait une rencontre qui va transformer sa carrière et son rapport au monde. Il rencontre au Louvre le peintre américain James Abbott McNeill Whistler. Les 2 hommes se lient immédiatement d'une amitié profonde. Whistler est brillant, provocateur, mondain, tout l'opposé du discret et studieux Fantin-Latour. Mais leur passion commune pour la peinture, leur rejet de l'académisme pompier et leur amour des maîtres anciens créent un lien durable. C'est Whistler qui convainc Fantin-Latour de traverser la Manche. En 1859, le peintre effectue son premier séjour en Angleterre. Il y retournera à plusieurs reprises en 1861, 1864 et 1881. Ces voyages s'avèrent décisifs, mais pas pour les raisons qu'on imaginerait. En Angleterre, Fantin-Latour découvre un marché de l'art beaucoup plus ouvert et généreux que le marché parisien. Grâce à l'entremise de Whistler, puis de son beau-frère Francis Seymour Haddon, et surtout du couple Edwin et Ruth Edwards, qui deviennent les agents anglais du peintre, ces natures mortes florales trouvent rapidement des acquéreurs enthousiastes. La peinture impressionniste française était encore peu appréciée en Angleterre à cette époque, mais les bouquets de fleurs de Fantin-Latour, d'une délicatesse et d'une vérité saisissante, y rencontrent un succès remarquable. Il expose régulièrement à la Dudley Gallery et au salon annuel de la Royal Academy de Londres. Cette situation crée une ironie savoureuse que Fantin-Latour lui-même n'ignorait pas. Ces natures mortes de fleurs, considérées en France comme un genre mineur, étaient pratiquement inconnues en France de son vivant. Pour reprendre l'expression de ses biographes, tandis qu'elle constituait outre-Manche sa principale source de revenus et sa principale réputation, l'homme peint en France les portraits de groupes qui feront sa gloire historique. Il envoie en Angleterre les bouquets qui lui permettent de vivre. Entre 1864 et 1896, il réalisera plus de 800 tableaux de fleurs. 800! Un chiffre qui dit quelque chose de sa discipline de travail, de sa rigueur presque ascétique, de sa capacité à traiter le même sujet de manière renouvelée, sans jamais se répéter vraiment. Le critique Jacques-Émile Blanche écrira « Fantin étudiait chaque fleur, chaque pétale, son grain, son tissu, comme s'il s'agissait d'un visage humain. » C'est l'une des plus belles définitions de ce que peut être la peinture de nature morte, un portrait du vivant fragile. Mais revenons à Paris, au cœur du bouillonnement artistique et littéraire de ces années 1860 et 1880. Car c'est là que Fantin-Latour accomplit ce pourquoi il restera le plus célèbre. Ses portraits de groupe, véritables manifestes visuels d'une génération en train de se définir. Tout commence avec le décès d'Eugène Delacroix en 1863. Le maître romantique disparaît et dans les cercles artistiques parisiens, le deuil est immense. Fantin-Latour, qui vénère Delacroix depuis toujours, décide de lui rendre hommage d'une manière inédite. Il réunit autour d'un portrait du peintre disparu 10 personnalités artistiques et littéraires de l'avant-garde de l'époque et les peint tous ensemble de face comme pour une photographie solennelle. L'œuvre s'appelle « Hommage à Delacroix ». Elle est présentée au salon de 1864 et elle fait sensation. On peut y reconnaître Fantin-Latour lui-même, en chemise blanche avec sa palette à la main.
James Whistler, debout au premier plan, Édouard Manet, les mains dans les poches, et Charles Baudelaire, assis à droite, le visage crispé. La tonalité est sombre, roux, noir, blanc amorti, et rappelle les portraits collectifs hollandais du XVIIe siècle. Les critiques ne manquent pas de le lui reprocher. Un tableau trop statique, trop photographique, les personnages trop peu liés entre eux. Mais Fantin-Latour s'en moque. Il a dit ce qu'il voulait dire. Il recommencera, car ce qui est passionnant chez lui, c'est que cette série de portraits de groupe forme comme un journal visuel de la vie artistique et intellectuelle de son époque. Chaque tableau est un arrêt sur image, un instantané d'une communauté de créateurs à un moment précis de l'histoire. En 1870 paraît un atelier au Batignolles, le plus célèbre de ces tableaux. On y voit Édouard Manet, assis devant son chevalet dans son atelier du quartier des Batignolles, entouré de ses amis et admirateurs Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Émile Zola, Frédéric Bazille. C'est un hommage à Manet, figure centrale de la peinture moderne, et un témoignage unique sur le milieu dont naîtra l'impressionnisme. En 1872, il peint un coin de table, hommage au poète parnassien. Ce tableau a la particularité de réunir dans un intérieur intimiste des personnalités du groupe des vilains bonhommes. On y reconnaît notamment Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, deux hommes qui à cette date forment le couple poétique le plus scandaleux et le plus génial de la littérature française. Rimbaud n'a alors que 17 ans. C'est l'un des rares portraits authentiques et peints du poète de Charleville. Enfin, en 1885, autour du piano, vient clore cette série. Fantin-Latour y réunit des musiciens et des amateurs de musique, la communauté des wagnériens parisiens. Nous y reviendrons. Ces 4 portraits de groupe constituent un témoignage historique d'une valeur inestimable. Ils ne sont pas seulement des œuvres d'art, ils sont des documents vivants sur la manière dont une génération d'artistes se percevait, se regroupait, se solidarisait face à l'académisme dominant. Mais la vie d'Henri Fantin-Latour n'est pas faite que d'ateliers et de salons. Il y a aussi une histoire d'amour, et elle commence dans ce même Louvre où tout a commencé pour lui. En 1866, alors qu'il copie des maîtres anciens dans les galeries des musées, il remarque une jeune femme qui fait de même. Elle s'appelle Victoria Dubourg. Née en 1840 à Paris, elle est peintre de nature morte, pianiste accomplie et d'une intelligence vive. Elle a été formée par la peintre Fanny Chéron et expose déjà au Salon dès 1869. Leur rencontre est donc celle de 2 copistes sérieux dans les salles du Louvre. 2 personnes qui aiment la peinture à ce point qu'ils passent leur journée à apprendre auprès des morts illustres. Il y a quelque chose de beau dans cette image. 2 futurs artistes reconnus qui se rencontrent dans la vénération commune des anciens maîtres. Fantin-Latour peint le premier portrait de Victoria en 1873. Ils s'engagent, mais leur mariage n'a lieu que 3 ans plus tard, le 15 novembre 1876. L'un des 2 témoins d'Henri est Édouard Manet lui-même, ce qui dit beaucoup de la qualité des amitiés que savait entretenir cet homme discret. Victoria ne sera pas seulement l'épouse Fantin-Latour, elle sera sa collaboratrice, sa muse et sa mémoire. Elle partage sa passion pour les natures mortes de fleurs, choisit avec lui les fleurs fraîches pour les compositions et expose régulièrement au salon ses propres œuvres, qu'elle signe prudemment V. Dubourg. Fantin-Latour peindra 6 portraits de sa femme au cours de leur vie commune. Le couple passe ses étés dans la propriété normande de la famille Dubourg, à Buret, dans l'Orne, un domaine rural aux jardins abondants qui inspirera à Fantin-Latour ses natures mortes les plus libres et les plus généreuses. Après la mort de son mari, Victoria consacrera sa vie entière à sa mémoire. Elle travaillera pendant des années à établir le catalogue raisonné de son œuvre, qu'elle publie en 1911. Elle recevra la Légion d'honneur en 1920. Elle mourra
en 1926, 22 ans après lui, et jusqu'au bout, elle aura veillé sur son nom. Parmi les passions profondes de Fantin Latour, il en est une que ses tableaux de fleurs et ses portraits de groupe ne laissent pas toujours deviner, la musique. Henri Fantin Latour est un mélomane ardent. Il aime Schumann, il aime Brahms, il vénère Hector Berlioz et surtout, à partir de 1876, il tombe sous l'emprise de Richard Wagner. En 1876, Fantin Latour fait le voyage en Allemagne pour assister aux représentations du festival wagnérien qui vient de s'ouvrir. C'est l'année de l'inauguration du Festspielhaus, la salle d'opéra imaginée par Wagner lui-même, et du premier cycle complet de l'Anneau de Nibelung. Pour Fantin Latour, c'est une révélation totale, la conception wagnérienne de l'œuvre d'art totale. Gesamtkunstwerk, qui réunit musique, poésie, théâtre et art visuel dans une expérience unifiée, lui ouvre de nouvelles perspectives. Il commence alors à consacrer une part croissante de son travail à la lithographie en créant des compositions oniriques et allégoriques inspirées des œuvres des grands compositeurs romantiques. Il invente ainsi une sorte de traduction visuelle de la musique, non pas des scènes illustrées à la manière d'un livret d'opéra, mais des évocations atmosphériques, fluides, presque abstraites par instants, qui cherchent à rendre le sentiment que provoque la musique plutôt que son contenu narratif. En 1888, il réalise 14 lithographies originales pour illustrer la première biographie d'Hector Berlioz, écrite par son ami, le musicologue Adolphe Julien. Ces planches, inspirées par les grandes œuvres du compositeur, la Damnation de Faust, la Symphonie fantastique, les Troyens, Roméo et Juliette, sont d'une liberté formelle saisissante. Ce sont des visions, pas des illustrations. Ses contemporains le surnomment alors le peintre des musiciens. Ces lithographies constituent l'autre face méconnue et fascinante d'un artiste que l'on résume trop souvent à ses bouquets de roses et à ses portraits collectifs. Elles annoncent le symbolisme et même quelque chose qui ressemble aux expériences visuelles du début du XXe siècle. La carrière de Fantin Latour est une longue progression, sans rupture spectaculaire, sans scandale ni coup d'éclat. C'est une carrière d'honnête homme, de peintre, construite pas à pas, dans la fidélité à ses convictions. En 1870, un atelier au Batignolles lui vaut enfin une vraie reconnaissance publique en France. La toile est saluée comme un document artistique majeur. En 1878, il reçoit une médaille de 2e classe au Salon pour 2 portraits. Une récompense officielle tardive mais méritée. En 1892, l'État acquiert pour ses collections publiques un atelier au Batignolles qui entre au musée du Luxembourg. La même année, la ville de Paris achète Hélène. En 1897, son tableau La Nuit assure son succès critique auprès des milieux officiels. Acheté par l'État dès sa présentation au Salon, il reçoit des éloges enthousiastes. En 1898, il fait don de l'intégralité de son œuvre gravée au musée du Luxembourg et d'un ensemble important de lithographies au musée de Grenoble, sa ville natale à laquelle il reste profondément attaché. En 1900, il est nommé officier de la Légion d'honneur. Il continue d'exposer à la Royal Academy de Londres. Sa dernière exposition londonienne date de 1900. En 1901, une exposition entière est consacrée à son œuvre graphique par la galerie Tempeler à Paris. Un détail savoureux, révélé par les archives après sa mort, illustre bien la complexité tranquille de cet homme en apparence si réservé. Sa succession a recensé plus de 1400 photographies érotiques dans sa collection personnelle, conservée depuis lors au musée de Grenoble. L'homme des bouquets pudiques et des intérieurs sages avait donc aussi ses secrets, comme tout homme après tout. Cette révélation n'enlève rien à la noblesse de son œuvre, elle lui donne simplement un peu plus d'épaisseur humaine. Le 25 août 1904, Henri Fantin Latour s'éteint à Buret, en Normandie, dans la maison de famille de Victoria. Il a 68 ans.
Ses obsèques sont célébrées à l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Il est inhumé au cimetière de Montparnasse. Victoria, fidèle à leur pacte silencieux, consacre les 22 années qui lui restent à vivre à l'établissement du catalogue raisonné de son mari. Un travail monumental qu'elle mène à son terme avec une rigueur et une dévotion exemplaires. Quel héritage laisse Henri Fantin-Latour? D'abord, un héritage documentaire irremplaçable. Ses portraits de groupe sont des documents visuels uniques sur la vie artistique et littéraire du Paris de la seconde moitié du XIXe siècle. On ne peut écrire l'histoire de l'impressionnisme sans convoquer un atelier aux Batignolles. On ne peut écrire l'histoire de la poésie française sans penser à ce coin de table où Verlaine et Rimbaud sont assis côte à côte, un peu raides, devant les restes d'un repas. Ces œuvres sont des témoignages vivants d'une époque qui a changé l'art occidental pour toujours. Ensuite, un héritage esthétique qui traverse le temps. Ces natures mortes de fleurs, considérées de son vivant comme un genre mineur, sont aujourd'hui reconnues comme des œuvres d'une délicatesse et d'une vérité extraordinaire. La façon dont il dispose les fleurs sur un fond neutre, la lumière tamisée et douce qui les enveloppe, le refus du pittoresque et de l'anecdote, tout cela crée une atmosphère de recueillement et de beauté pure que peu de peintres ont atteinte. Ces lithographies musicales, enfin, constituent un pont rare entre deux formes d'art. Elles annoncent les tentatives symbolistes et au-delà les explorations visuelles qui chercheront tout au long du XXe siècle à rendre visible l'expérience sonore. Fantin-Latour échappe aux étiquettes et c'est peut-être sa plus grande force. Venu à la peinture sous l'égide réaliste de Courbet, il est considéré comme le dernier des romantiques pour les uns, le premier des symbolistes pour les autres. Intimiste mais pas sentimental, réaliste mais pas plat, moderne, sans être révolutionnaire, il est l'artiste des entre-deux, de la nuance, du subtil. Comme l'a écrit le musée du Luxembourg, un artiste intense et délicat, cachant sous les glacis d'une peinture austère une sensibilité à fleur de peau. Avant de nous quitter, je voudrais vous poser une question. Henri Fantin-Latour a passé sa vie à peindre les autres, les groupes, les amitiés, les grands hommes de son époque, tout en restant lui-même dans l'ombre, discret, presque invisible. Et vous, dans votre propre vie, est-ce que vous vous reconnaissez davantage dans le rôle de celui qui fait portrait, qui observe, témoigne, met en lumière, ou dans celui qui est portraituré, qui s'expose et assume d'être vu? Pour ma part, je serai plutôt du côté de Henri Fantin-Latour. Je suis celle qui va faire les portraits, qui va observer, qui peut témoigner et qui va mettre en lumière. Mais je n'aime pas être exposée. La réponse la plus honnête est peut-être que nous sommes les deux à la fois selon les moments. C'est peut-être ce que Fantin-Latour nous enseigne en silence. On peut être un grand témoin de son époque sans jamais se mettre soi-même au centre. Et cette humilité-là, cette façon d'aimer le monde en le regardant plutôt qu'en s'y imposant, est en soi une forme de grandeur. Merci beaucoup de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt.